J'invite à me rejoindre un temps d'échange autour de l'engagement, cette fois-ci, non pas des femmes de manière générale, mais l'engagement pour les droits des femmes, du national au local. Et j'invite à me rejoindre Catherine Coutel, Bernadette Bonac-Hude et Cathy Arnaud. Nous avons également avec nous en visio, alors ce truc c'est pas pratique, nous avons également avec nous en visio Tiffaine D. Je présenterai chacune des intervenantes au moment où elle prendra la parole. L'objectif de ce premier temps viendra ensuite une table ronde intitulée « Place aux jeunes engagés », non pas parce qu'il y a une table ronde avec des femmes plus âgées que dans la suivante, mais plutôt pour montrer une continuité entre les diverses générations et les différents modes d'engagement et laisser place aussi à des jeunes engagés, pas forcément sur la question des droits des femmes, mais qui ont pu y venir aussi, notamment par l'entrée sur les questions climatiques. Voilà Tiffaine qui est avec nous. C'est marrant, ça fait pour les gens à distance, c'est presque comme si tu étais assise à nos côtés. Donc le but de cette table ronde, c'est de montrer effectivement diverses formes d'engagement, à la fois par les associations, par le plaidoyer à l'Assemblée nationale, aussi par des carrières sportives hors du commun, et puis par l'art engagé dont nous parlera Tiffaine tout de suite. Et justement, je vais un peu vous poser la question à toutes, un peu pour démarrer. On pose souvent la question d'ailleurs de d'où vient l'engagement. Tout le monde n'est pas, on l'a vu, motivé par les mêmes enjeux. Ça interroge aussi l'histoire de chacune et de chacun. Et du coup, je vais commencer par vous, Tiffaine D. Donc, vous êtes autrice, comédienne, formatrice féministe, enfantiste, animaliste. Je reprends la manière dont vous vous présentez. Vous avez créé la Féminine universelle. Ça va faire écho à la convention que vient de signer la région, ainsi que 2 spectacles qui s'appellent Compte à rebours et La Pérille mortelle, que vous jouez au Café de la Gare à Paris et dans de nombreuses villes autour de la date symbolique du 8 mars. Mais avant de parler de votre engagement aujourd'hui, notamment via ces spectacles, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, votre formation de comédienne, on va dire un parcours de comédienne classique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avant d'avoir pris un peu la tangente vers des spectacles et un engagement 100% féministe? Merci Margot, merci à toutes, je suis ravie d'être avec vous, même de loin. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Super. Alors oui, ça a été un chemin, comme pour chacune, l'engagement. Depuis que j'étais petite, j'avais une proportion à pas supporter l'injustice, mais c'était pas structuré encore. Et puis, je suis arrivée en école de théâtre, une des écoles assez connues, mais elles sont toutes sur le même modèle. Et c'était déjà MeToo Théâtre, même si on n'en parlait pas à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce qui sort aujourd'hui, c'était déjà en pratique. La majorité des profs hommes que j'ai croisés, c'était pas le cas des profs femmes, en tout cas pas celles que j'ai vues moi, étaient en couple officiel avec une ancienne ou un ancien élève, suivant qu'ils étaient hétéros ou homo, de préférence avec de nombreuses années d'écart, jusqu'à 30 ans, voilà. Et en plus, mettaient sous emprise et donc couchaient avec des étudiantes et des étudiants à l'intérieur des classes. Donc, ce qui donnait droit en plus à des scènes avec l'officiel qui débarquait pour dire, enfin voilà, c'était quand même. Et évidemment, c'était une façon, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment avec ce que les annonces, la prise de parole très courageuse, notamment de Judith Godrèche, d'Anna Mouglalis, d'Anouk Grimbert, de Charlotte Arnoux, etc. Et spécifiquement Judith Godrèche sur cette proportion qu'avaient des hommes charismatiques qui, pour certains, avaient des carrières ou en tout cas avaient du pouvoir dans l'école et qui étaient en position d'apprenant
de metteurs en scène aussi, qui étaient en position de pouvoir nous dire, de pouvoir nous mettre à nu au sens propre comme au sens figuré, de nous dire qu'on n'avait pas assez vécu, que qui on était n'était pas suffisant pour faire ce métier, enfin, avec beaucoup d'abus de pouvoir, et donc utilisaient cette emprise pour créer une confusion des genres et nous faire confondre notre passion pour le théâtre avec une passion pour eux. Donc il y avait beaucoup d'emprise, de violence, d'humiliation. Donc ça a fait grandir mon engagement parce que c'était évidemment pas les mêmes pressions qu'il y avait sur les femmes et sur les hommes, notamment sur les dictats de beauté. Nous, il fallait qu'on soit très très maigre, très très dans les normes de beauté du moment, alors que eux les étudiants comédiens pouvaient avoir la tête qu'ils voulaient. D'autant qu'on était à peu près 80% d'étudiantes comédiennes pour 20% d'étudiants comédiens dans les écoles, et que les rôles intéressants étaient inversement proportionnels. Donc une immense majorité de rôles pour les garçons, qui étaient très peu, et une minorité de rôles pour les filles, alors qu'on était très nombreuses. Et puis beaucoup, toujours la même chose à jouer, hein, dans le théâtre classique comme dans le théâtre contemporain d'ailleurs, des jeunes femmes mises sous emprise, préférablement assassinées à la fin de la pièce, voilà, et des mecs qui se battent pour elles, enfin contre elles en fait. Hein. Et c'était insupportable parce que c'est là que je découvre que moi je veux être comédienne, faire des études pour avoir un métier, un savoir-faire très bien semblant, et que ce qu'on me demande beaucoup, c'est d'être un objet sexuel, c'est d'être un objet de convoitise et de désir pour les hommes. Et ça, il n'y a pas besoin de faire d'études. Et puis, c'est pas du tout mon projet. Donc, j'étais de plus en plus en colère. Et puis, quand je suis sortie, j'ai continué dans le monde traditionnel du théâtre et du cinéma, qui est un monde où ce sont beaucoup les projets d'hommes qui ont les subventions. Donc en fait, on travaille beaucoup pour des hommes sur des visions de spectacles où ils font la propagande de ce qui les arrange. Et donc, c'était très compliqué de rester habillé dans les pièces, de pas subir des violences sexuelles sur les plateaux de théâtre et de cinéma, de garder mes poils, enfin voilà, tout et n'importe quoi, qui avait rien à voir en fait avec le métier que je voulais faire. Et donc en parallèle, je me suis engagée dans une association qui venait de se créer à l'époque, qui s'appelle Oser le féminisme. C'était au tout début. Et là, j'ai découvert comme une famille, puisque pour une fois, quand je disais mais il y a un problème de misogynie, on me disait pas mais non, t'inquiète pas, vous avez le droit de vote, donc ça y est, l'égalité vous l'avez. Là, je rencontrais des femmes, et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Margot quelques années après, qui me disait oui, tu as raison d'être en colère. Oui, il y a un problème, et toute cette colère, on peut la mettre à changer les choses. Et là, je me suis dit, je repartirai jamais. Donc, j'ai développé mon expertise sur plein de sujets, évidemment contre les violences, les mécanismes des stratégies des agresseurs, aussi ce qu'on appelle la culture du viol dans le monde de la culture, moi que j'appelle la propagande des violeurs, parce qu'on ne parle pas de culture nazie, donc je ne vois pas trop pourquoi on parlerait de culture du viol. Et puis donc, j'ai continué cette expertise à tel point qu'à un moment donné, j'étais un peu schizophrène. Je dénonçais en formation, en conférence, quand on militait des situations que je subissais, en répétition, en tournage ou en représentation. Et donc, j'ai décidé de mettre ensemble mes métiers de comédienne, d'autrice, de metteuse en scène au service de mes convictions et donc de créer mes spectacles avec lesquels je suis d'accord, où je ne souffre pas sur scène, où je ne fais pas souffrir non plus les femmes dans la salle en faisant au maximum attention de ne pas redéclencher des traumas, de ne pas décrire des violences, de pas faire mal en fait, et de ne pas reproduire l'oppression sous prétexte de la dénoncer, ce qui est trop souvent fait dans les films et dans les pièces de théâtre. Et donc c'est ainsi qu'a grandi l'engagement et qu'il a pris notamment, pas que, mais une forme artistique. Merci beaucoup Tiffaine. On reviendra plus tard sur, ça fait maintenant quelques années que vous jouez ces spectacles Compte à rebours et La pérille mortelle. On verra peut-être si on observe des évolutions dans le public, dans la réception de votre travail. Je passe maintenant la parole à Catherine Coutel. Donc, Catherine, vous avez exercé plusieurs mandats locaux à Poitiers en tant que conseillère municipale, adjointe au maire, puis vice-présidente de la communauté d'agglomération avant d'être députée de la Vienne. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement au tout début, à une époque où 9 conseillers municipaux sur 10 étaient des hommes ?
C'est vrai qu'on vous pose, quand vous êtes féministe et quand vous êtes élue féministe, on vous pose souvent la question, mais pourquoi vous êtes devenue féministe ou pourquoi vous êtes féministe? Alors, à force de me la poser, j'ai fini par chercher. Très sincèrement, au départ, c'est totalement inconscient. Je crois que c'est l'éducation qu'on a reçue. Alors moi, je suis du siècle d'avant, hein, par rapport à vous toutes, hein, et tous. Et l'éducation qu'on a reçue, moi j'ai reçu une éducation dans une petite ville de Normandie où ma mère était divorcée. Divorcée dans les années 50, sans ressources, revenant vivre chez sa mère, donc ma grand-mère. Nous avons vécu chez ma grand-mère, donc élevée aussi par ma grand-mère. Et autant vous dire qu'avec une grand-mère qui avait décidé qu'elle ne mourrait pas tant que De Gaulle n'était pas morte parce qu'elle était née la même année, donc vous voyez où ça nous mène. On était destinés à, ce qui a été vrai, hein, ça lui a réussi, on était destinés à se lever quand les garçons arrivaient, servir à table quand l'oncle venait, etc. Je n'avais aucune conscience de féminisme, rien du tout. Mais alors ça me paraissait pas franchement très, très juste, hein. La deuxième chose, je pense, mais là c'est tout à fait autre chose, je pense que je voulais être un garçon. Je n'ai jamais joué aux jeux de filles, jamais joué à la poupée, et je pensais qu'un jour je ferais pipi comme les garçons parce que c'est beaucoup plus pratique. Bon, je n'avais pas lu Simone de Beauvoir, mais j'ai compris après pourquoi ça m'était passé à travers la tête. Mais le féminisme ne m'est pas venu si tôt. En fait, en réfléchissant, puisque Margot m'a poussé dans mes retranchements, le féminisme ne m'est venu que quand j'ai été dans la vie politique. Après, il y a tout un passage où j'étais à l'université, je n'ai pas rencontré de soucis, on était plutôt engagés politiquement, c'était la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, etc. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes enfants, hein, donc trois garçons. Donc à la maison, il y a 4 garçons pour une fille. Alors je vais vous dire, tout le monde fait les tâches, hein. Ça, il n'est pas question de ne pas partager les tâches. Mais pendant ce temps-là, non. Et puis, politiquement, alors très sincèrement, politiquement, on est venu me chercher. Je ne me suis pas, pour être élu municipal. On est venu me chercher en 1983. Laurence était aussi sur la liste un petit peu plus tard, mais en 1983, parce que sans doute, alors j'arrive pas à retrouver, j'ai cherché hier, sans doute au renouvellement des municipales, la ville de Poitiers, qui est une ville de Poitou-Charentes, hein, de Grande-Aquitaine, ancienne capitale, était une ville moyenne, mais qui avait plus de conseillers municipaux. Et je pense qu'à la faveur d'un texte, mais je ne l'ai pas retrouvé, il avait été demandé qu'il y ait des femmes. Une obligation, je ne suis pas sûre, mais... Et donc, les élus en poste qui étaient en poste depuis 1977 ont cherché des femmes. J'étais présidente d'une maison de quartier, bien qu'ayant des enfants en bas âge, puisque le dernier venait de naître, et on est venu me chercher. Je n'étais pas encartée à ce moment-là. Bon, j'ai dit oui, avec hésitation, mais j'ai dit oui. Et donc, j'ai fait un mandat municipal, comme conseillère municipale de base. Arrive 1989, renouvellement, on se représente, etc. Là, ça se gâte. Parce qu'on est réélu, et donc plusieurs femmes qui étaient là, et on a dit on veut des postes. Eh oui. Mais quand vous voulez des postes, vous prenez des postes à des hommes. Alors là, vous passez pour une chieuse complète, hein. Et on vous le fait savoir. Et on vous le dit. On vous a mis sur la liste, et encore vous n'êtes pas contente, et encore vous êtes réélu. Donc, on demande des postes. Blocage. Je peux vous dire, c'est des réunions abominables à vivre. Et sur lesquelles il faut, je le dis aux femmes et aux jeunes femmes, il faut tenir. Parce qu'on est les premières à lâcher. Ah oui, mais s'il se présente, il a plus de temps, et puis il va être plus libre, et puis il est plus capable. Non, vous ne lâchez pas. Si vous voulez un poste, vous le demandez, et vous tenez jusqu'à ce que vous l'ayez, sinon vous ne l'aurez jamais. On ne viendra pas vous l'offrir. Et là, ce qu'on va vous faire, tout à l'heure on a parlé des choses genrées, les transports. Pourquoi les transports? Il y avait eu 1 mois de grève dans les transports publics pendant les campagnes municipales avant. Personne n'en voulait. J'ai appris après que 3 hommes avaient été sollicités, personne n'en avait voulu. J'ai demandé, alors par rapport à ce que je vous dis, j'ai demandé une soirée de réflexion quand même, hein. Je suis revenue le lendemain, j'ai dit au maire de Poitiers, que tu connais, Laurence, je lui ai dit, écoute, je veux bien les transports, je n'y connais rien. J'étais prof d'histoire géo avant, dans ma vie, et j'ai toujours été prof d'histoire géo. Je n'y connais rien, mais alors j'ai dit ça. Si je ne fais pas l'affaire, dans 6 mois, tu me changes. Je ne suis pas un homme, n'a jamais dit ça à un maire, hein. Mais il ne m'a pas changé parce que je me suis passionnée pour les transports pendant 12 ans. J'ai été vice-présidente, j'ai eu des responsabilités nationales au niveau du garde et d'organisation nationale. Et alors, je me suis trouvée dans un monde d'hommes. Il faut savoir que dans le transport public, 2/3 des clientes sont des clientes, sauf les tramways, c'est un petit peu différent, mais dans les bus. On fait des enquêtes et jamais on ne les sort genrées.
Jamais on dit, mais les femmes attendent ceci, mais les femmes attendent... On le sait, c'est la seule chose qu'on ait le droit de demander en France. On n'a pas le droit de demander si vous êtes blond, blanc, noir ou jaune, mais on demande si vous êtes un homme ou une femme. Et donc, on s'est retrouvés dans un milieu, je dis on parce qu'on s'est retrouvés à un jour 40 femmes dans un congrès de 1000 hommes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Avec que des hommes élus, que des hommes directeurs de réseau, que des enquêtes qui ne sortaient jamais les attentes des femmes. Donc, on a créé une association qui s'appelait Femmes en mouvement, les transports au féminin. Quand je suis revenue à la maison, je vous ai expliqué que j'avais 3 garçons. Je leur ai dit, voilà, on va créer une association. Je cherche un nom pour cette association. Ils m'ont répondu qu'elle l'appelait Roule ma poule. Donc, c'était un peu ça. Je vais vous dire, d'avoir des garçons qui vous remettent en place, ça vous fait un bien fou. Donc, et donc, on a créé Femmes en mouvement, les transports au féminin. Et on a ressorti les enquêtes genrées. Et on a découvert que les femmes n'attendaient pas la même chose du transport public que les hommes. On est allé à La Rochelle, chez Alstom, leur dire vos bus, on ne peut pas monter dedans avec une poussette, des talons aiguilles et une jupe droite. Mais pourquoi vous l'êtes habillé comme ça? Parce qu'on a le droit. Et donc vous faites des bus accessibles et où il n'y a pas des barres, vous savez là-haut, là, où vous vous tenez comme ça, là, hein, etc. Donc on les a poussés dans leur retranchement, y compris les constructeurs. Ça a été notre travail. Je me suis battue pendant 2 mandats sur ce sujet. Ça a été passionnant. Alors, j'ai demandé à être élu, on a demandé à ce qu'il y ait une femme au garde, qui était la représentation organisatrice de transport, 15 personnes au conseil d'administration, 15 hommes. Ils réussissent, pour libérer des places, à augmenter le nombre au conseil d'administration. Parce qu'il fallait faire partir personne. Donc, on réussit à me proposer moi. Je n'ai pas voté pour moi. J'ai dit non, c'est pas possible. La parité à ce rythme-là, c'est l'an 2560. Donc, c'est non. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Enfin, on vous donne une place au conseil d'administration et vous ne votez même pas pour vous. Mais j'ai continué. Parce qu'il ne faut pas lâcher. Il faut leur montrer dans quoi être. Et donc, en 2000, par contre, là, j'arrête parce qu'en 2000, j'ai dit au maire, j'ai fait 12 ans dans le transport, ça me passionne, je veux bien continuer, mais je vais bloquer quelque chose, je veux changer. Et donc, j'ai été jusqu'en 2008. Et là arrive, je ne sais pas si je continue sur le niveau national. On peut faire le jeu des questions-réponses ou alors vous enchaînez comme ça, donc avec le niveau donc, en 2007, Assemblée nationale. On m'avait déjà proposé d'être député. Je ne voyais pas du tout à quoi ça ressemblait, je dois bien vous dire. Enfin, concrètement, je savais ce que c'était un député, puisque je suis prof d'histoire géo, mais la vie concrète. Et en 2007, arrivent les élections. Et là, les partis politiques commençaient à être sanctionnés s'ils n'avaient présenté pas cette femme. C'est-à-dire, et la sanction est assez forte. Il faut voir qu'un parti comme LR devait parler 4 millions. Alors, qu'est-ce que c'est une sanction? C'est un prélèvement sur leur dotation, c'est-à-dire une amende. Et donc, le LR faisait 4 millions. Le PS, donc moi j'étais au Parti Socialiste, devait payer 2 millions, quelque chose comme ça, ou avait 2 millions en moins de dotation. Et donc, arrive 2007 et on propose une circonscription. Enfin, on nous a mis en concurrence. Parce que quand vous êtes des femmes, on trouve toujours avoir des concurrences. Donc, on a fait un vote interne. J'ai été désignée. Alors, pour le savoir, dans le Parti socialiste comme chez LR, c'était moins vrai dans les nouveaux partis. Mais dans les anciens partis où il y avait des sortants, on a donné les circonscriptions de l'opposition, c'est-à-dire moins gagnables. Moi, la mienne était considérée comme non gagnable. L'élu, il était là depuis longtemps et très connu dans la place. Donc, on était sûr que je ne serais pas élu. Et donc, j'ai été élu en 2007, donc dans l'opposition, puis réélu en 2012 dans la majorité. Et là, ça change tout et c'est beaucoup plus intéressant, même si c'est plus difficile parce que les citoyens sont très exigeants avec vous, c'est normal. Et là, j'avais demandé la délégation aux droits des femmes. La loi Jospin de parité en 2000 avait créé au Sénat, à l'Assemblée et au CESE des délégations de droits des femmes. C'est une délégation qui regarde tous les textes en termes d'égalité. On réétudie, avant qu'ils ne passent dans les commissions, les textes législatifs pour savoir s'ils n'atteignent pas la légalité. Les textes de retraite, les textes sur le travail, un texte dont on ne pensait pas qu'il y avait un problème d'égalité, le numérique. Il n'y a plus de femmes dans le numérique. Elles se sont retirées du numérique dans les années 70, etc., etc. Et donc là, je me suis trouvée en 2012 dans ce que vous avez appelé, ce que tu as appelé, Margot, le triangle de velours. Une chance extraordinaire. Une ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, la création du Haut Conseil à l'égalité, dont je dis et je redis, qu'il soit là ou pas là, qui sont d'une aide considérable pour nous. Parce qu'ils font des études, ils font des propositions, Margot le sait bien, ils font des alertes. Et on a été aussi soutenus, alertés, aiguillonnés, si je puis dire, par les associations. Alors, pour vous donner des exemples, peut-être que je m'arrête, non? Ça va? Pour vous donner un exemple,
on a fait, je ne sais pas si vous savez, il y a des propositions de loi, c'est le gouvernement, il y a des projets de loi, c'est le gouvernement, et des propositions de loi, c'est l'initiative des députés. On a fait une proposition de loi, initiative des députés de nous, sur la prostitution, pour pénaliser la prostitution, faire des parcours de sortie, aider à la sortie. C'est une violence faite aux femmes, la prostitution. 85% de femmes, 99% de clients, hommes. C'est une violence faite aux femmes. Et donc, cette loi, on a mis 3 ans à la faire. Mais si on a réussi à la faire, c'est qu'on avait autour de nous un groupe d'associations qui s'appelait Abolition 2012 et qui nous ont aidés et qui ont fait du lobbying dans les médias parce qu'on avait un lobbying contre très fort, les travailleurs du sexe, etc. Donc, on a eu moi j'ai eu, je le reconnais, donc je me sens une chance considérable et j'ai beaucoup aimé ce que j'avais fait, le mandat que j'ai fait, ce mandat-là, avec un écosystème ou une période extrêmement favorable aux droits des femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on a tout fait, loin de là. On a eu, comme je vous le disais, des réussites. On a réussi à faire cette loi prostitution, on a fait des lois sur le travail, on a fait quelque chose qui n'était jamais fait. On a fait du lobbying pour que les femmes soient reconnues dans la COP 21. C'était Fabius à l'époque qui présidait. Je veux vous dire que, j'attaque pas Fabius, mais les femmes étaient complètement oubliées des COP. Or, c'est les premières victimes du changement climatique et c'est les premières actrices du changement climatique, les femmes. Dans les pays en particulier en développement, c'est elles qui font tout. Et donc, on a réussi à faire entrer dans la résolution finale de la COP que les femmes soient, que dans l'argent qu'on donnerait à la COP, il y en ait un certain pourcentage, si possible la moitié, vers les femmes. Et donc, on a fait un certain nombre de choses et d'avancées. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu des freins, hein. On en a eu. Les lois retraite, on n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait. Mais pourquoi ? Parce que la carrière des femmes est inégale. Parce que les temps partiels sont trop féminins, à 30%, parce que les salaires sont encore inégaux. Donc quand vous arrivez à la retraite, c'est trop tard. Les trimestres ne sont pas là, le salaire n'est pas là, et la retraite, c'est 40% encore de moins que les hommes. Encore 40%, avec un différentiel de salaire de 20%. Donc voilà un petit peu, si je résume, mais c'est, je pense, le monde politique qui m'a fait sentir le côté indispensable de se battre pour que les femmes soient là. Et alors, je réponds à une question qu'on ne m'a pas posée, mais qu'on me posait souvent. Faites-vous de la politique autrement ? Je ne sais pas, je ne suis pas un homme. Donc je ne suis pas capable de vous dire si je ferais de la politique autrement si j'étais un homme. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça soit l'argument. L'argument, c'est que la société est à moitié homme-femme. Il n'est pas question de quotas. Moi, je me suis battue contre les quotas. Je suis contre les quotas pour les femmes. Les quotas, c'est valable ailleurs, mais les femmes, c'est la moitié plus de la société. C'est 52%, donc c'est la moitié des postes, la moitié des responsabilités, l'égalité des salaires, etc. Merci. On a parlé de l'engagement dans le domaine de l'art, on a parlé de l'engagement au travers des mandats politiques. On n'a pas encore abordé l'engagement syndical et on sait que les syndicats contribuent notamment dans le domaine professionnel, mais pas que à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bernadette Bonac-Hud, aujourd'hui vous êtes présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles de Gironde, mais votre engagement, il est d'abord syndical. Ça marche. Vous avez grandi, vous me l'avez raconté, dans une famille où le calendrier était un peu rythmé par les élections et par l'engagement politique. En quoi votre parcours, votre éducation a influencé ensuite et a contribué à votre engagement syndical et puis on le verra ensuite féministe. Bien, oui, c'est bon. Il a commencé très tôt, je dirais, comme Tiffaine, c'était la colère et l'indignation. Et justement, quand on est toute seule, l'indignation et la colère, ça ne suffit pas. Donc, moi, j'ai commencé aussi à m'engager quand j'étais à l'école, au collège, au lycée. J'étais toujours candidate pour être déléguée de classe. Et puis, j'ai été syndiquée dans les organisations syndicales de lycéens et d'étudiantes. Mais je dirais, le tournant, effectivement, il est arrivé quand je suis rentrée dans la vie professionnelle. Et je suis rentrée alors, dans le privé au départ. Là, je ne me suis pas syndiquée, c'était un peu compliqué, puisque j'étais jeune maman, divorcée. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à traiter. Et c'est quand je suis rentrée dans la fonction publique, la mairie de Bordeaux, où je suis encore pour quelques mois. Et des collègues que je connaissais dans la vie de la cité sont venus me chercher. Il
il y avait des élections professionnelles. Donc, il fallait des femmes aussi. C'était pas encore, il n'y avait pas les notions de parité, mais en tous les cas, il fallait des femmes qui représentaient certaines filières, certains grades. Et donc, je savais pas dire non. D'ailleurs, à cette époque, j'ai appris à dire non très tard. Donc, voilà, l'aventure me paraissait sympathique. Alors c'était un syndicat, c'est la CFDT. Voilà, je le redis pas parce que le président tout à l'heure en a parlé, parce que je pourrais lui répondre. Mais en tous les cas, c'était le syndicat minoritaire à la mairie de Bordeaux. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de la ville de Bordeaux, mais le syndicat majoritaire était FO. Il a été créé au moment de la guerre, comme à Marseille. Voilà, c'est des histoires du syndicalisme français qui sont assez intéressantes d'ailleurs à découvrir. Et FO qui au départ faisait presque 90%. Quelques années après, il y a eu la CGT qui s'est montée, et puis nous, la CFDT. Et donc, on était à 6%, quoi, quand on a fait les premières élections, 6 ou 9%. Donc, je ne vous dis pas l'ambiance que ça créait quand on était militante syndicale dans une organisation minoritaire. On n'avait pas trop droit à la parole. Ici, on connaît bien Jacques Chaban-Delmas, qui passait pour un grand démocrate. Mais autour de lui, il avait des gens qui étaient beaucoup moins démocrates. Et on avait juste le droit de se taire. Donc, voilà, ça a été une découverte. Et en tout cas, ce que je recherchais, moi, c'était ce travail collectif. C'était être dans une équipe. Comme a dit Tiffaine, voilà, c'était... j'avais envie de dire plein de choses et je pensais à plein de choses, mais je me retrouvais un petit peu seule, quoi. Et le fait d'être dans une organisation syndicale, qui aussi est une organisation qui forme ses militants, hein, c'est le cas aujourd'hui. Encore, on a axé notre militantisme sur la formation pour être justement très efficace. Et c'était très rassurant. Et c'était joyeux aussi, parce que l'engagement, ça peut être aussi joyeux. Il y a des moments qui sont difficiles, il faut se battre, mais au départ, c'est de se retrouver ensemble aussi. C'est bien agréable. Et donc au sein de ce syndicat, au sein de la CFDT, vous êtes devenu rapidement un peu la vigie sur la question de l'égalité femmes-hommes ou la question des droits des femmes, qui n'est pas systématiquement intrinsèque à toutes les organisations syndicales. Est-ce qu'à l'époque, vous vous disiez féministe? Est-ce que ça, c'était une colonne vertébrale dans votre engagement syndical ou pas forcément en ces termes-là? Non, je dirais que c'est comme Catherine, hein, c'est pas voilà. Et la phrase de Simone de Beauvoir le dit bien, hein, on n'est pas féministe, on le devient. Et puis c'était pas un mot qu'on employait encore à l'époque. Hein. Moi aussi, je suis née en 59, donc vous voyez, c'est les années 80 quand j'ai commencé à travailler. Voilà, on disait qu'on était des chieuses, quoi. En fin de compte, plus que des féministes, des emmerdeuses, voilà. C'est ce qu'on disait de vous. Oui, voilà, tout à fait. Mais ça définissait le fait que voilà, on était on pouvait penser que c'était un synonyme à l'époque. Et moi, ça me convenait très bien parce que voilà, j'avais pas envie de me taire, j'avais envie de dire ce que je pensais. Et dans les organisations syndicales, oui, dans les années 80, on ne peut pas dire que les organisations syndicales étaient féministes. Les premiers rassemblements que l'on a eus, nous, à la CFDT, elles ont été... alors, il y avait des féministes, hein, des femmes qui ont milité au MLAC, des militantes syndicales qui militaient dans les organisations féministes. Et moi, je suis dans le réseau des CIDF. On a beaucoup de militants qui sont issus de la CFDT aussi. Mais elles avaient beaucoup de mal à se faire entendre. Et puis, c'était aussi l'organisation. Pour militer, comme on dit, il faut avoir du temps quand on est des femmes et qu'on a des enfants, une famille. C'était compliqué. Mais rapidement, la CFDT a instauré des rythmes de réunion différents. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de réunions le mercredi, plus de réunions après 20h. Eh bien, ça, je peux vous dire que les bonhommes, ça les a drôlement embêtés parce qu'eux, à finir à 20h, ils avaient l'air de dire qu'ils s'ennuyaient et qu'il fallait qu'ils rentrent à la maison peut-être pour donner un coup de main. Bref, en tous les cas, voilà, c'était une organisation qui a quand même compris et qui avait instauré une journée le 8 mars, dès que ça a été instauré en France, qui s'appelait Actuel, pour travailler justement sur ces questions. Voilà. Et c'était surtout à l'époque autour de l'égalité professionnelle et de l'égalité salariale. Sur les violences sexistes et sexuelles, c'est venu bien après. Et c'est un nouvel événement qui a été créé à la CFDT autour du 25 novembre qui s'appelait Respecter.
Voilà. Et demain, dans la rue, je crois que c'est à signaler. Toutes les organisations syndicales ont appelé à une journée d'action, grève. Donc, c'est assez nouveau. Alors, même si nous, dans les associations, comme on a beaucoup d'actions, on va s'organiser, ce n'est pas un souci. Mais en tous les cas, voilà, c'est une journée d'action pour revendiquer tous ces droits que nous n'avons pas encore, parce que voilà, l'égalité réelle, effectivement, elle n'y est pas. On en reparlera aussi dans la table ronde suivante. Merci beaucoup, Bernadette. La grève féministe, maintenant, un mot d'ordre qui s'impose chaque 8 mars, qui, on le verra, existe dans d'autres pays depuis bien plus longtemps et est très suivi. Avant qu'on aborde pour chacune vos engagements plus actuels, je voulais qu'on revienne sur votre parcours, Cathy Arnaud. Alors, je dois prendre mes notes pour lire votre palmarès parce que déjà, je ne suis pas vraiment très formée sur le milieu du judo. Mais donc, vous êtes judokate. Vous avez été 2 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe. Vous avez été, on en a parlé tout à l'heure avec Alice Milla, mais c'était pas à cette époque-là, vous avez été la première femme médaillée olympique de judo à 25 ans, en 1988, qui était la première année d'entrée du judo au JO, mais à l'époque comme sport de démonstration pour les femmes et non pas comme un sport à part entière. Vous êtes, pour celles et ceux à qui ça parle, ceinture noire 8e dan. Mais celles et ceux qui ne connaissent pas grand-chose savent qu'en général, ceinture noire, ça envoie. Et 8e dan, j'imagine que c'est encore au-dessus. Cette année, c'est un peu l'année du sport en France, sous les feux des projecteurs avec l'arrivée des JO à Paris. Et on sait, comme beaucoup de domaines, que la pratique sportive n'est pas tout à fait un domaine égalitaire, alors même que les femmes et les hommes pratiquent autant une activité sportive régulière. C'est pas exactement la même chose dans la reconnaissance médiatique et aussi dans les conditions matérielles pour exercer le sport, en particulier de haut niveau. Je précise d'ailleurs qu'à ce sujet, demain, la préfecture de région et le comité régional olympique et sportif organisent un événement à l'occasion du 8 mars sur l'emploi des femmes dans le sport et la parité dans les instances dirigeantes. J'imagine qu'il y aura des données intéressantes et qu'aujourd'hui, le Centre Hubertine Auclair, donc organisme de la région Île-de-France, lance une campagne de sensibilisation à destination des lycéens et lycéennes, mais ça peut servir à tout le monde, qui s'appelle Mon genre de sport, notamment pour déconstruire les stéréotypes dans la pratique du sport. On sait que les sports sont encore très marqués du côté des filles et des garçons et des femmes et des hommes. Et pour se recentrer sur le judo, ça fait pas si longtemps que la pratique du judo par les femmes s'est démocratisée. C'est un peu, vous êtes une des pionnières dans les années 80. Et aujourd'hui, si on regarde les derniers chiffres, il y a 500 000 licenciés de judo, dont 30% de femmes et 70% d'hommes. Est-ce que, en revenant sur votre parcours un peu exceptionnel, du coup, vous pouvez nous dire si vous avez rencontré des blocages, des résistances en tant que sportif de haut niveau dans un sport où vous n'étiez pas forcément attendu? Bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je suis très, très honorée d'être ici et de représenter à la fois mon pays, comme j'ai l'habitude de faire, quand je monte sur le podium, entendre la Marseillaise. Et ça, c'est pas donné à une fille ou un garçon, c'est donné à la personne qui s'est engagée dans son sport et qui s'est engagée de façon complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre à un résultat sans avoir d'abord fait toutes les marches qui arrivent à ce résultat. Donc je trouve que l'engagement et votre sujet d'aujourd'hui me passionne parce que dans la réussite humaine, dans la réussite de chacun et de chacune, c'est l'engagement qui prime. Donc on se doit en tant que personne de se donner les moyens. Et moi, je suis issue d'une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs et 4 frères. Et je crois que je peux remercier tout d'abord mes parents de m'avoir
engagée dans cette famille et d'avoir fait plus de filles que de garçons. Donc ça a témoigné déjà de leur part de ce mouvement auquel je tiens. Je tiens à m'affirmer, je tiens à ce qu'on me reconnaisse en tant que telle, et je tiens à ce que on fasse pas de différence. Donc c'est par un autre chemin que j'arrive aujourd'hui à mener des combats, à agir et à continuer à agir. Alors j'étais pendant 13 ans en équipe de France, et effectivement au départ on n'avait pas les mêmes moyens. On est arrivé dans une salle à l'INSEP, et Patrice, tu peux en témoigner, hein, directeur du CREPS aujourd'hui à Bordeaux, qui est judoka et qui est présent. Cet INSEP, cet Institut national du sport, il avait 2 dojos en fait, un dojo pour les garçons, un dojo pour les filles, et nous on avait 10 tapis et eux ils en avaient 300 mètres carrés. Donc déjà on était un petit peu désavantagés. Mais on s'en est sorti quand même, on a fait de la place, on a fait du ménage, et comme les femmes sont beaucoup plus organisées, on s'est fait le lieu, on s'est fait l'honneur, on s'est fait toutes ces valeurs que représente le code moral chez nous. C'est-à-dire que il faut être courageux, il faut être sincère, il faut avoir l'amitié. Et moi, finalement, quand je suis arrivée à l'âge de 17 ans à Paris, j'étais plus amie avec les garçons qu'avec les filles. Et en fait, j'allais chercher les garçons pour rencontrer les filles. Et donc ça a marché. Donc, parce qu'ils étaient vraiment à la recherche sur un sport aussi dur, aussi viril, aussi combat. C'est un sport de combat. Et ça vient du Japon où c'était un art de la guerre, où en fait les hommes, c'était à la vie à la mort. Ils ont utilisé le judo comme un sport de défense. Et nous, on en a fait un art martial, qu'aujourd'hui, moi je défends parce que je suis une femme engagée dans le sens où j'ai fait 13 ans de haut niveau avec la carrière que vous avez évoquée. Mais j'ai fait aussi de ma passion, ma profession. Je me suis engagée à vouloir redonner en fait à mon public et surtout à mon département natal qui est la Gironde, redonner tout ce que j'avais vécu parmi ces valeurs sportives. Et j'ai voulu tout de suite redonner à mon public. Et donc, devant la télévision, quand il y a des résultats, quel que soit le public, homme ou femme, ils regardent la performance. Donc, j'ai voulu, en fait, dégager la performance sportive des filles. Et on était 3 jeunes femmes à faire les premiers Jeux Olympiques en démonstration, certes, à Séoul, en Corée, mais on a fait la compétition comme tous les hommes. Donc moi, je me suis attachée à dire que ces Jeux Olympiques, c'était pas un sport de démonstration. C'était vraiment une compétition. On a fait nos 5 combats comme les hommes. On a fait la même préparation. On s'est qualifié par rapport à d'autres jeunes femmes qui étaient dans les mêmes catégories. Et on en est arrivé à avoir 3 médailles sur 3. On était 3 filles et ils étaient 7 garçons. Et donc, on a été performante dès le début de notre engagement. Donc, c'est ce qui m'a permis, moi, de montrer à chaque fois qu'on parlait un peu trop, mais les hommes sont plus forts. Mais non, les hommes sont pas plus forts et les résultats en témoignent. Mais c'était pas d'une façon négative que je le disais, c'était une façon concrète, voilà, aller chercher le nombre de filles qui participent, le nombre de résultats, vous voyez un peu la différence. Donc tout ça, ça m'a servi dans ma carrière. Ça m'a servi aussi de pouvoir développer maintenant vraiment et la formation et l'engagement sur le développement de mon sport à travers l'itinéraire des champions qu'on met en place sur tout le territoire national. Et ce qui est avantageux, c'est qu'on m'a écouté parce que j'en suis la capitaine de cet itinéraire des champions. Et on a réussi à avoir
avoir 3 femmes et 3 hommes dans l'équipe intergénérationnelle et 3 sportifs de haut niveau, athlètes qui sont en route pour les Jeux Olympiques et 3 anciens champions comme moi qui peuvent participer à cet itinéraire. Et on fait tout le tour de France à travers les départements qui nous reçoivent. Et on ne fait pas que de la démonstration sportive pure judo, mais on a des actions. Par exemple, on est vraiment engagé dans la pratique pour tous, la féminisation sur les secteurs, aller voir les enfants malades. Donc là, il n'y a pas de genre. Il y a des enfants, des petits ou des petites qui sont très malades. Et nous, avec notre tenue et notre mascotte, on va dans les hôpitaux pour porter les valeurs du judo. Ensuite, on va vers le sport en situation de handicap. On amène les gens sur le tapis et on leur donne un espoir et on leur apprend à savoir se relever après un traumatisme et non pas à savoir que chuter, mais à savoir se relever. Et ensuite, on a une grosse intervention sur le réseau scolaire où on intervient sur des non-licenciés. Et là, on donne la valeur, en fait, de la protection de l'autre, c'est-à-dire faire attention sur les gravités quand on se prend à son copain pour le harceler. Eh bien, il faut avoir les moyens de le faire. Et donc, si tu veux embêter ton copain, pratique le judo, tu l'embêteras en le faisant tomber, mais avec les règles. Voilà. Et non pas avec vous connaissez un peu des fois les risques que ça a de traumatiser un enfant très jeune. Voilà. Et puis après, on s'engage aussi sur... on fait des soirées à thème, comme vous venez de l'organiser, et je vous en félicite. C'est des soirées d'influence. Et on a tous les partenaires potentiels, tous les élus qui sont à nos écoutes. Et les 6 champions témoignent en fait de leur expérience. La difficulté du combat dans de la préparation pour un sport comme le judo par rapport à une femme. Les périodes des règles, les périodes de perte de poids, les périodes après la grossesse. Toutes ces choses-là, on les témoigne à travers des gens qui nous questionnent. Comment vous vous préparez, comment vous arrivez à faire un sport aussi rude en étant tout habillé de blanc. Voilà, je veux le dire comme ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être revenu sur votre parcours et aussi ce que c'est aujourd'hui. Vous êtes un peu à vos dépens un rôle modèle pour beaucoup d'enfants qui peut-être n'ont pas forcément en tête des stars qui pratiquent le judo du côté des femmes. Donc ça contribue aussi à ça. On a cité un certain nombre de chiffres ce matin. On l'a vu sur l'engagement dans le mouvement associatif. On en a parlé à l'instant. Tant qu'on ne connaît pas le nombre de licenciés filles et garçons, on n'a pas les éléments pour pouvoir dire d'un sport qu'il est mixte, par exemple. Cette question des chiffres, Catherine Coutel, vous l'avez exploité ou porté, on va dire, quand vous étiez à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous co-présidez l'Observatoire régional des violences sexistes et sexuelles. Pourquoi cette question des données, c'est important quand on s'engage, c'est le thème de la table ronde pour les droits des femmes. Je vous le disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas de données, on ne connaît pas le phénomène. Et il ne peut pas y avoir de politique publique. Il ne peut pas y avoir d'action. Je m'en étais rendu compte dans les transports. Je ne savais pas que ça continuerait, mais je m'étais rendu compte dans les transports. Mais quand on est arrivé à l'Assemblée, la première loi contre les violences date de 2010. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Est-ce que vous savez à quelle date on a appris qu'une femme mourrait en France tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex? De quand ça date? Du siècle dernier? Non. De 2000, 2001. Une enquête en FEV qui, pour la première fois, sort ce chiffre. Et pourquoi il y a eu cette enquête? Parce que la France a été obligée de la faire après une grande conférence appelée Pékin 95, qui a été un moment extraordinaire pour le mouvement des féministes. Et donc la France a sorti cette enquête et tout d'un coup on s'est aperçu qu'il y avait un problème de violence, mais considérable. Une femme qui meurt tous les 3 jours. Il y a une agression sexuelle tous les 7 minutes. Et donc, à partir de là, tant qu'on n'a pas ces chiffres, vous ne pouvez pas mener de politique publique. Et donc, en 2021, l'État
et je salue, je ne les vois plus, Sandra Lapérade, qui est la directrice droits des femmes, et la région ont créé ensemble un observatoire. C'était suite au Grenelle des violences. Alors l'observatoire a plusieurs objets. Le premier, sortir des chiffres. Le deuxième, faire des études. Le troisième, essayer de recueillir les bonnes pratiques et les diffuser. Pour les chiffres, l'observatoire les sort le 25 novembre et le 8 mars. Soit aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, soit demain matin, vous aurez les chiffres 2023 sur la région Nouvelle-Aquitaine et avec les départements, dans chaque département. Et avec ces chiffres, vous pouvez mener des politiques publiques. Sinon, vous êtes à l'aveugle et vous ne pouvez pas évaluer. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de chiffres, j'en ai juste noté pour ne pas me faire d'erreur, sur ceux qui vont sortir, là, on les a vus hier avec nos chargés de mission qui les ont recueillis. 85% des victimes de VSS, de violences sexistes et sexuelles, sont des femmes. Et 93% des auteurs sont des hommes. En 2023, la région, le nombre de violences a augmenté de 12% entre l'an dernier et cette année. 12%. Alors, ce chiffre est fort. Il est fort aussi parce que la parole, sans doute, se libère. Mais j'ai pris un autre chiffre beaucoup plus impressionnant qui nous a nous-mêmes impressionnés. Entre 2019 et 2023, l'augmentation est de 81% des violences. On est passé de 4 700 à 8 600. Alors, nous ne pensons pas que ce soit les violences qui ont augmenté à ce point-là, mais la parole s'est libérée, on le dit depuis ce matin. Enfin, elle se libère. Enfin, les femmes parlent. Enfin, elles vont porter plainte. Enfin, elles sont entendues. Et elle s'est entendue parce que le problème, c'est que si vous parlez et qu'on ne reçoit pas votre parole, comme ça a été longtemps le cas et comme c'est encore parfois le cas, on a aussi, et je vous invite à le regarder, le taux d'élucidation, pardon, excusez-moi, j'ai un trouble de la parole, d'élucidation des violences. On a des départements où c'est 80%, moi je viens d'un département où c'est 47%. Je viens de le trouver. Je peux vous dire que le préfet va le savoir rapidement. Parce que ça n'est pas possible de n'avoir qu'un fait sur deux d'élucider. Ça prouve qu'on n'a pas une volonté politique de suivre. Et donc, c'est cette parole qui s'est... Donc, si vous voulez, ces statistiques sont pour nous, pour vous tous, hein, toutes et tous. Les régions, les départements, les villes, les associations. Alors, comment on a eu ces chiffres? On les a eus essentiellement au départ de la gendarmerie. Et là, je tiens à rendre hommage à la région Nouvelle-Aquitaine de gendarmerie, qui fait un travail remarquable de formation, d'information, de collecte des données, de suivi des données, de suivi des personnes. Nous sommes allés les rencontrer. C'était les seuls qui, au début, nous avaient donné les statistiques. Si bien que, parce qu'on a repris les statistiques pour les réorganiser, en fin novembre 2023, nous n'avions que les statistiques rurales. Pour vous donner un chiffre qui nous a frappé, ben oui, puisque la gendarmerie ne couvre que la zone rurale, donc c'était faux. Mais un chiffre frappant. L'Observatoire fait des enquêtes. Il a fait 2 enquêtes, une sur les femmes en milieu rural et une sur les femmes en situation de handicap, sur les violences. C'est double peine dans les 2 cas. Et en milieu rural, pour vous donner, si on ne le sait pas, c'est 30% de la population. Donc c'est 30% des femmes. C'est 50% des féminicides, le milieu rural de Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas se déplacer, les femmes ne peuvent pas aller chercher de la protection, les femmes n'ont pas le CIDFF tout près, les femmes n'ont pas... on a des chiffres très différents d'utilisation du 3919. Le 3919 est à 76% en ville, à moins de 30% en milieu rural. Elles n'ont pas l'idée d'appeler le 3919. Elles ne peuvent se déplacer au commissariat, on va les voir au commissariat. À la gendarmerie, on va les voir. Le mari, le conjoint est souvent bien connu. Si jamais elle l'attaque, ça ne va pas. Et donc, on a un... Vous voyez, mais si vous ne le savez pas, quelle politique menée par les départements, par exemple, à l'égard de ou de la région à l'égard des femmes? Et donc, les statistiques sont intéressantes. Alors, je voulais le dire, nous avons beaucoup de mal actuellement parce que les statistiques sont regroupées au ministère de l'Intérieur. Puisque la gendarmerie, il y a eu une réforme, la gendarmerie et la police dépendent maintenant tous les deux des jeunes. Les gendarmes font un travail considérable et très efficace. La police ne donne pas de statistiques genrées. Je le dis et le redis, c'est anormal. Il va falloir que le ministère de l'Intérieur
exige des statistiques genrées. Ça veut dire que les chiffres que vous voyez sur le site de l'Observatoire, et je vous invite à aller les voir, sont des chiffres qu'on reconstruit en sachant par département le pourcentage de femmes qui sont victimes de violences. C'est 85% en général. Donc mais il faut sortir des statistiques genrées. Il faut que le ministère de l'Intérieur demande, les associations et autres. Et donc, c'est l'importance de cet observatoire qui est aussi celui, je l'espère, d'échange de bonnes pratiques pour améliorer ces violences faites aux femmes dont on voit qu'en dépit des politiques, en dépit des lois, en dépit de tout ce qui peut être pris, la baisse ne vient pas assez vite et elles ne réussissent pas à parler et à être écoutées assez bien. Merci. On a donc abordé la question de l'importance des chiffres au niveau régional. On va valoriser maintenant le rôle des associations au niveau départemental. Ces chiffres, ils sont utiles pour les associations d'ailleurs, mais ces réalités, vous les connaissez en tant que présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles de Gironde. Je ne sais pas si tout le monde connaît le rôle des CIDFF qui existent partout en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Et puis peut-être aussi comment ce rôle a évolué depuis 40 ans, je crois, qu'existe le CIDFF en Gironde. Oui, en effet. Donc, au niveau Vous national. m'entendez? Pardon, Tiffany. Oui, c'est juste pour vous dire qu'à 12h10, absolument, je devrais filer. Ah oui, on Donc, va peut-être, si vous voulez bien, Bernadette, effectivement, on a pris un peu de mais retard. je voulais vraiment pas couper la parole, surtout une copine. Non, mais c'est moins facile à distance. Tu as bien fait, Tiffany, et désolée, j'aurais dû revenir vers toi. On a pris un peu de retard sur le timing, et du coup, si Bernadette, vous en êtes d'accord, on va inverser. Et pour revenir vers toi, Tiffany, tu as bien fait. Donc toi, Tiffany, on l'a évoqué au début, ton engagement se traduit par des formations, par des spectacles. Tu es au quotidien sur ces sujets féministes, sur la question des violences, et puis aussi tu réinterroges notamment avec Compte à rebours, les contes pour enfants. Est-ce que toi, depuis que tu as entamé cette carrière 100% féministe, tu observes aussi que les lignes bougent sur ce sujet, que ce soit sur les violences de manière générale ou sur la réception de ton travail sous quelques formes qui s'expriment? Oui, merci pour tout ce qui a été dit avant. C'est passionnant de vous écouter comme toujours. En effet, les lignes bougent. Moi, j'ai commencé à tourner mes spectacles en 2012. Compte à rebours continue à être écrit et actualisé en permanence. Je joue jamais deux fois la même chose, mais j'ai commencé, la première fois que j'ai joué une version, c'était en 2012. Donc ça fait déjà 12 ans. Et puis La Pérille Mortelle, c'était à partir de 2017. Et pareil, ça évolue tout le temps avec l'actualité. Mais donc c'était juste avant MeToo en 2017. Et donc j'ai pu voir que au fur et à mesure, d'abord le mot féminisme est moins devenu un gros mot, c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'on est passé du je ne suis pas féministe, mais, et là les personnes disent un truc féministe, à je suis féministe, mais, et là les personnes disent un truc misogyne. Donc le mot est moins difficile à utiliser. Il est même d'ailleurs instrumentalisé et repris par des gens où on voit bien que c'est pas des féministes du tout. Donc ça, c'est une chose. Et puis, quand j'ai commencé à jouer Compte à rebours, donc je reprends les contes de fées de manière féministe et chaque héroïne vient parler de plusieurs thématiques liées aux violences commises par des hommes contre des femmes et des enfants, donner des pistes de compréhension des systèmes d'oppression, tout en passant par l'humour, par l'émotion, par la poésie, par le slam, par le stand-up, etc. Et en fait, tout ça aussi pour donner des pistes de soins et d'émancipation via les luttes collectives, la sororité et les luttes féministes, évidemment. Et au départ, on me disait beaucoup, notamment des hommes, mais pas que quelque part j'exagérais, que c'était pas si pire et que dans nos sociétés occidentales, ça allait, etc., machin, voire, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'égalité, on l'a déjà parce qu'on a le droit de vote, voilà. Et puis là, depuis MeToo, c'est devenu, je l'ai plus entendu ce truc-là. C'est-à-dire, on exagère et ça va, c'est pas si pire. Là, les gens le disent plus. Donc, dans la société, il y a une prise de conscience que, ok, c'est un sujet, il y a des problèmes. Par contre, ce qui a évolué, c'est, comme toujours, le patriarcat, il s'adapte.
à ce que les féministes arrivent à conquérir, et ils trouvent des nouvelles stratégies pour nous mettre dans la merde, et pour perdurer. Et donc là, du coup, ça a fait un backlash, c'est-à-dire moi, je vois, et notamment, j'ai plusieurs versions de compte à rebours pour les adultes, et puis adaptées à différents âges, et j'interviens beaucoup dans les lycées, les collèges, voire même les primaires, avec différentes versions du spectacle. Et aussi, d'autre part, dans des entreprises ou pour des collectivités, donc en ruralité, en banlieue, dans les grandes villes. Donc j'ai un panel, je me balade beaucoup en France et même en Europe, dans les pays étrangers, jusqu'au Québec. Et donc j'ai pu voir comment ça bouge, tout ça. Et je remarque que le retour de bâton, il est beaucoup sur des hommes et notamment des garçons, même jeunes, hein, qui disent moi je suis masculiniste. C'est-à-dire que ce mot de masculiniste, et j'encourage à lire les recherches là-dessus de Mélissa Blais par exemple, une chercheuse québécoise, il est vraiment revendiqué et il est connu par des figures comme Andrew Tate ou ce genre de mec. Évidemment, Donald Trump avait pas aidé. Et donc, c'est vraiment des hommes qui se saisissent de ça et disent les femmes, le fait qu'elles veuillent s'émanciper, ça me va pas, parce que moi, je veux continuer à les opprimer, à pouvoir les violer impunément, à avoir une esclave à la maison qui ne travaillera pas, qui sera à ma merci, sur laquelle je pourrai frapper. Enfin, c'est très clair, en fait. Et donc ça, en plus, avec le jeu des algorithmes, notamment sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes, pour TikTok et Snapchat, il y a des systèmes de silos et des discours masculinistes que les jeunes, et notamment les jeunes garçons, entendent encore et qui les confortent dans un truc vraiment très violent. Donc en fait, on voit que dans la société, ce sont des sujets qui existent de plus en plus. Et avec la victoire pour la constitutionnalisation de l'IVG, on voit des avancées concrètes et des prises de parole concrètes. Et là que, pour une fois au César, ils ont non seulement pas récompensé un Roman Polanski accusé de viol pédocriminel, mais en plus, on voit qu'ils les ont même pas invités. Donc ça, c'était quand même très important. Donc ça évolue, mais le backlash, il est là. Et d'ailleurs, les travaux du Haut Conseil à l'égalité le montrent que du côté des jeunes garçons, il y a beaucoup des discours violents et une représentation notamment de la sexualité via la pornocriminalité, appelée communément la pornographie, et qu'elle va falloir abolir. Merci Catherine Coutel d'avoir rappelé nos batailles abolitionnistes contre la prosti-criminalité. Donc là, maintenant, il va falloir s'attaquer au porno. Et donc, il véhicule en fait une image des violences, enfin qui entretient la confusion entre violences sexuelles, qui sont des crimes, et sexualité, qui est forcément dans la joie, le respect et la réciprocité, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'immense majorité des pornos, dans le porno en général, on peut dire. Et donc ça, je le perçois que du côté des filles et des femmes, il y a une grande réception de ce que je peux raconter, même en formation. Enfin voilà, il y a beaucoup moins de points bloquants, ça va beaucoup plus vite à comprendre des choses, à en rire, à se libérer. Elles me font des retours fabuleux, pour certains hommes et garçons aussi. Et puis, des représailles plus fortes encore. Et ça peut se traduire en cyberharcèlement pour beaucoup de féministes. Moi, j'en suis victime, beaucoup. Je suis en procédure de plainte pour cyberharcèlement. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Là, le parquet est en train d'enquêter, donc on verra. J'espère que ça portera ses fruits. Mais en tout cas, c'était pour dire que c'est pas normal. C'est pas parce que on est tellement à le subir que c'est normal. Et les filles et les femmes ont 27 fois plus de risques de subir du harcèlement sur les réseaux, puisque c'est du harcèlement misogyne et que moi, ce que j'ai le plus reçu, ce sont des menaces de violences sexuelles. Donc c'est vraiment dirigé par des hommes contre des femmes et ce sont des violences réelles qui ont des impacts réels dans la vie, évidemment. Donc voilà, il y a ces deux trucs-là. D'un côté en avance et d'un côté ils s'organisent. Merci Tiffaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi pour réguler tout ça, pour que cesse l'impunité en ligne. Et ça, je pense que les pouvoirs publics ont beaucoup à faire. Alors, quand tu as commencé à parler, je ne t'entendais pas.
J'ai rien dit, j'ai dit merci Tiffaine, merci beaucoup Tiffaine. Et je sais que 8 mars oblige, tu es appelée pour d'autres interventions. Donc merci beaucoup d'avoir pu être avec nous aujourd'hui. Et on enverra, donc je le précise, il y aura un mail envoyé à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites avec, on a parlé du forum régional du mouvement associatif, on parlera de festivals, des spectacles de Tiffaine et de tout autre document souhaité par les intervenantes et par la région qui vous seront transmis par mail à l'issue de cette journée. Merci beaucoup, Tiffaine. Oui, si je peux dire un dernier mot, pour les personnes qui ont la drôle d'idée de passer par Paris de temps en temps, je suis encore au Café de la Gare chaque semaine pour quelques dates, et puis en tournée en France, et puis j'ai aussi un livre, et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Merci, j'ai été ravie d'être parmi vous entre héroïnes, et magnifique mobilisation pour la Journée des droits des femmes à toutes et à tous. Merci. Merci. Bernadette, je reviens vers vous pour ce dernier témoignage, focus sur une association. En plus, c'est l'occasion de le dire pour toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent, peut-être utile, peut-être saisie en matière d'accès aux droits. Donc les centres d'information des droits des femmes et des familles. Et ensuite, on prendra une ou deux questions avant de clôturer cette séquence. Oui, tout à fait. Alors les centres d'information, vous l'avez dit tout à l'heure, ont été créés le premier il y a 50 ans. Et qui a fêté ses 50 ans, donc notre fédération nationale. Et les CIDF, à peu près sur toute la France, ça fait 40 ans à peu près. Et donc, ils se sont créés parce qu'effectivement, après les mouvements de 1970, il y avait eu une enquête qui était faite, je ne sais plus trop par quel journal, mais qui disait que les femmes ne connaissaient pas leurs droits. Alors, elles n'en avaient pas beaucoup, mais en plus, elles ne les connaissaient pas. Donc, ça a été le premier travail des CIDF d'implanter des associations avec des juristes, puisque nous sommes un réseau de professionnels. Et donc, pour accéder aux droits, c'était la première porte d'entrée pour être informée en tant que femme. Donc, il y en avait sur quasiment toute la France, même parfois plusieurs par département, puisque depuis, nous nous sommes organisés en fédération régionale et départementale. Je salue mes collègues de la fédération régionale qui sont bien représentés. Et puis, donc, nous sommes plusieurs ici des CIDF sur la région, puisqu'on compte 9 CIDF. Je dis une bêtise, 9 CIDF sur la région Nouvelle-Aquitaine, puisque le Limousin est regroupé sur les 3 départements. Et donc, effectivement, et puis après, on s'est bien aperçu que ça ne suffisait pas que de connaître ses droits, il fallait une autonomie financière. Donc, on a développé ce que l'on appelle les bureaux d'aide à l'insertion et à l'emploi, qui existent toujours. Et puis ça s'est transformé aussi avec un accompagnement sur la création d'entreprises et la création d'activités. Et bien sûr, l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et puis d'autres à côté aussi, on accompagne des femmes qui sont en situation de veuvage. Et on intervient aussi dans les écoles quand on peut, avec l'éducation nationale, l'aide, j'ai aperçu Sandra tout à l'heure, voilà, mais pour faire de l'éducation à la citoyenneté et sur les questions d'égalité. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors tout à l'heure, je voulais rajouter, quand Tiffaine a parlé des mouvements masculinistes, je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que ces mouvements ont beaucoup plus d'argent que les mouvements féministes. Ils sont très organisés politiquement, c'est le cas aussi en France. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas pour battre. Et c'est ce qu'il faudrait. La Fondation des femmes, qui aide toutes les associations, le dit bien. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, on le voit bien. Et si on n'a pas ces moyens, alors pour lutter, d'abord pour que les femmes, effectivement, il y ait beaucoup moins de violence, mais aussi qu'elles aient accès à l'emploi, qu'elles aient aussi l'égalité salariale, parce qu'on l'a bien vu qu'à la retraite, effectivement, c'est dramatique pour certaines. Puis dans le sport, partout, dans la culture, voilà. C'est donc cet argent qu'il nous faut. Sinon, je crains que, même si je suis très optimiste, le combat soit très inégal. Et il l'est déjà aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc c'est un appel à la fois à soutenir les associations financièrement et puis aussi j'entends à la fois un appel au budget des collectivités territoriales, du budget consacré au ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes qui a subi une petite baisse dans le dernier, forte baisse dans le dernier, dans les dernières restrictions budgétaires. Donc on entend aussi voilà, le besoin de monnaie sonnante et trébuchante pour s'engager pour les droits des femmes. Voilà, même si ici, sur la région, nous avons beaucoup de chance, et j'en profite pour remercier la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde. Après, je connais moins bien la situation des autres départements, mais en tous les cas, ce sont des collectivités qui nous aident et beaucoup de mairies et de communautés de communes, puisque nous avons des permanences. Nous avons aujourd'hui 36 permanences sur le département. Catherine l'a dit, le rural c'est important. Le département de la Gironde, qui est le plus grand département de France métropolitaine, a des territoires ruraux qui sont très éloignés de Bordeaux, où les déplacements, on le sait, sont très difficiles pour les femmes, et où on essaie, et on n'est pas la seule association, hein, il y a la PAFED aussi, il y a la Maison des Femmes, enfin, il y a de nombreuses associations, il y a une association dans le Médoc, à C2F, il y en a une sur le bassin d'Arcachon, mais on voit bien qu'en étant même... Enfin, nombreuses, c'est pas tellement le terme, d'ailleurs, on n'est pas assez nombreuses, mais les difficultés pour que les femmes accèdent à tous leurs droits, c'est quand même compliqué. Et si je peux terminer aussi, je voudrais faire un focus, parce que dans mon engagement syndical, j'ai été mandatée au Conseil économique, social et environnemental, qui est la 2e assemblée de la région, et ça peu de gens le savent, et qui fait des travaux très importants et très intéressants. Et depuis la précédente mandature, qui dure 6 ans, où on avait une présidente, une femme, qui a été exceptionnelle. Bon, il y a un homme qui lui succède, qui est pas mal aussi, il faut dire. Voilà. Mais en tous les cas, ça nous a permis de créer un groupe qui s'appelle le groupe Égalité et Discrimination, où on a fait un très gros travail. Et c'est une assemblée qui est complètement paritaire, que ce soit au niveau des présidences de commission, du bureau, quoi. Donc, et sur les travaux, on a adopté aussi l'écriture égalitaire. Et je peux vous dire que ça, c'est pas facile non plus. Voilà, donc ces 6 dernières années ont été très propices. Et je salue notre chargée de mission qui est dans la salle, Karen, voilà, qui nous a bien accompagnés, qui nous a bien aidés pour réaliser ce travail. Et on a encore 6 ans devant nous pour faire encore plein de choses. Et on travaille avec les élus, là. On a envie cette année, il y a la Nuit des Relais qui est à Bordeaux, qui va se dérouler le 4 juin. Voilà, le 4 juin, en plein centre de Bordeaux. Et on s'était dit que ça serait bien que le conseil régional, enfin la région Nouvelle-Aquitaine et le Césaire aient une équipe ce jour-là. Voilà, donc je fais un appel. L'appel est lancé. Aux côtés des associations. Merci beaucoup. Merci à toutes. On va prendre 2 questions, s'il y en a, depuis la salle, s'il y a des demandes de micro. Il y a 2, je vois une main là-bas et madame ici. Et puis, oui. Et je ne sais pas s'il y a un 2e micro pour madame là-bas. Allez-y. Alors bonjour, je voulais remercier toutes les intervenantes et intervenants, mais... une plus spéciale à la judocate, parce que ma sœur a fait l'INSEP comme elle, et j'ai adoré ce que tu as dit, votre rôle à ce niveau-là. Et donc elle était de 57, plus âgée que toi, et au début, pour la faire inscrire, c'était à Marseille aussi, pour la faire inscrire au judo... disons que c'était pas si facile. Et pour combattre, elle a dû se battre parce que, comme elle n'était pas cette fille, on ne pouvait pas organiser des tournois. Elle dit, ça fait rien. Moi, je me bats avec les garçons. Donc, vous voyez. Et quand elle n'a plus pu combattre pour des raisons de santé, elle a été enseignante et elle a donc sensibilisé au judo les élèves. Et les petites filles étaient hyper enthousiastes. Et beaucoup de ces petites filles sont devenues des dames comme vous, qui ont pris des responsabilités et mené des combats pour nous toutes les femmes. Donc merci encore. Puis vos médailles, elles nous ont toutes fait pleurer.
Merci beaucoup, merci. C'est un très beau témoignage et il ne s'adresse pas qu'à moi et il s'adresse vraiment à tout cet engagement. Vraiment, vraiment c'est important de mouiller la chemise, comme on dit. Voilà. Et puis, la discrimination, elle est forcément dans le genre, mais elle est aussi dans les capacités et le sport handicap a sa place dans toutes les associations sportives. Il a vraiment sa place. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Voilà, je m'appelle Sandra Barrère, je suis référente académique à l'égalité filles-garçons, donc je représente ici la fonction publique d'État et l'éducation nationale. On aura compris pourquoi j'ai été un peu heurtée par le propos du président tout à l'heure. Je voulais revenir sur le propos de Catherine Coutel parce que je suis assez d'accord avec elle sur le fait qu'il est très important, avant de pouvoir établir une politique publique, de connaître les faits, de pouvoir dresser une statistique, mais quelque chose de très fin et donc de scientifique. Et donc je voudrais saisir l'occasion qui est fournie ce matin pour remercier Johanna Dagorn qui a effectivement effectué les 2 enquêtes au titre de l'Observatoire des violences conjugales qui sont des enquêtes assez remarquables. Et je voudrais que l'assistance puisse prendre acte de la qualité de ce travail. Mais je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Bernadette, qui est très important du point de vue de ses fonctions syndicales, parce que j'observe avec un peu de surprise, je trouve, que les syndicats, qui ont pour certains un socle idéologique, pour certains typiquement marxiste, etc., se saisissent finalement très tardivement de la cause des femmes, que la question féminine ou la condition féminine est très peu appréhendée, que la question du féminisme n'est pas véritablement un sujet, ou alors très tardivement. Du reste, les instances se féminisent. Et donc, je voulais lui poser la question de savoir pourquoi, d'après elle, parce que ça, ce serait, en termes de levier, y compris matériel, ce serait, je pense, très important. Qu'en penses-tu, Bernadette? Je vais juste répondre sur un point sur les syndicats. Dans une loi de 2014, on a obligé les syndicats à avoir des représentations paritaires dans toutes les instances. Et à cette occasion, on avait reçu les syndicats, CGT, CFDT, FO, etc. Et j'avais été très surprise, d'ailleurs, des réponses, nous disant, mais on n'a pas assez de femmes qui ont pris des responsabilités pour après être... Ce qui n'est pas vrai. Enfin, ce genre de réponse est une réponse dilatoire, comme chaque fois. Mais donc, en dépit de l'avoir mis dans la loi, c'est vrai qu'on voit que ça n'avance pas. Et qu'en particulier dans les négociations salariales, les femmes ne sont pas particulièrement défendues pour avoir des salaires qui augmentent. Bernadette. Oui, avant de répondre, je voulais aussi saluer, je ne la voyais plus, Christine du planning familial, qui aussi a bien participé au Césaire et qui le planning familial aussi. Voilà, une association amie qui travaille beaucoup. Alors, sur le côté syndical, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était dans les organisations, en tout cas, je parlerai de la mienne, celle à laquelle je suis adhérente, la CFDT, où malgré qu'il y ait eu beaucoup de militantes féministes à l'intérieur, hein, parce que je vous l'ai dit, qui se sont battues dans les années 70 hein, pour le droit à la contraception et à l'IVG, elles avaient beaucoup de mal effectivement à ramener ces questions dans la sphère syndicale, puisque par définition, la sphère syndicale, c'était parler des conditions de travail. Un point, c'est tout, quoi, pour certains, en tous les cas. Et donc, ça a mis des années. Fini, pardon. Si, ça y est. Et c'est venu. Alors, nous, on a eu une secrétaire nationale qui était Nicole Notat, hein, qui se définissait pas forcément féministe, mais qui était quand même très à l'écoute de ces questions-là, puisque c'est grâce à elle qu'on a eu cette organisation interne de ne plus avoir de réunion le mercredi et de finir à 20h. Mais cependant, malgré le taux de syndicalisation, alors dans la fonction publique, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais vous connaissez quand même la réalité du taux de syndicalisation en France.
c'est quand même 7% le taux de syndicalisation. Hein. Donc si on était un peu plus nombreux et un peu plus nombreuses, peut-être que voilà, les choses s'amélioreraient plus vite. Mais on a une image qui est la responsabilité de tous les gouvernements passés. On ne sait pas ce que c'est que le dialogue social en France. Et on a une image du syndicalisme en France qui est déplorable. Et puis une multiplicité des syndicats, ce qui n'aide pas non plus à gagner des combats. On l'a bien vu l'année dernière, malgré le nombre de personnes dans la rue pour les retraites, le résultat, quoi. Donc il y a tous ces éléments qui se réunissent et qui n'aident pas forcément. Ce que je peux vous dire, c'est que ces dernières années, là, disons les 10 dernières années, il y a eu un énorme travail sur l'accompagnement des salariés, parce qu'elles allaient voir ailleurs, on le savait bien, moi je le vois. Et on accompagne encore de nombreuses femmes qui viennent parce qu'elles ont des problèmes dans leur cadre professionnel et des autres associations aussi, hein, sur les violences et sur le droit du travail. Mais en tous les cas, les organisations syndicales, puisque la CGT, vous savez qu'il y a aussi une femme qui a été nommée à la tête de la Confédération, je peux vous dire qu'elles aident énormément pour que toutes ces questions soient abordées. Alors avec du retard, mais comme ailleurs, j'aurais envie de dire, hein, parce que aussi dans les entreprises, dans la fonction publique, toutes ces questions-là ont mis beaucoup de temps à émerger. Donc on est quand même sur des marges de progression importantes, mais on en a bien conscience. Merci Bernadette. Dernière, on est très en retard. Sandra Lapérade, je vous laisse la parole. Merci Margot. Très rapidement alors, moi je voulais vous remercier déjà pour cette matinée qui était très riche. Je trouve que c'est très important de pouvoir se rassembler autour de ces causes qui nous animent et autour desquelles on travaille toutes et tous. Il est important que tous les institutionnels, les associations, etc. puissent travailler ensemble. Je voulais remercier aussi la région avec qui on travaille efficacement et agréablement en plus. On a cité l'Observatoire, ce dispositif qui est vraiment essentiel. Mais on a aussi l'aide à l'entrepreneuriat des femmes. Je voulais dire que la direction régionale aux droits des femmes, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, décline un plan toutes et tous égaux sur 4 axes. Donc la santé, l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences et la culture de l'égalité. Et je viens d'avoir l'information là qu'on allait pouvoir, la ministre, notre nouvelle ministre, donc Aurore Berger, allait réunir pour la première fois un comité interministériel donc pour permettre à cette politique d'égalité femmes-hommes d'être déclinée dans tous les ministères. Donc c'est quelque chose qu'on attendait. Il est important que cette politique soit menée de manière interministérielle. C'est comme ça qu'elle est prévue. Et je pense qu'avec ce comité, on va pouvoir faire un nouveau pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les intervenantes. Merci mesdames.